Amis internautes, bonsoir. Bonsoir Claude. Bonsoir Eric et amis internautes, bien le bonsoir. Alors comme on disait avec Thierry hors antenne, hier Thierry est passé dans Chronique de l'Armageddon avec notre ami Raphaël Berland. Ils ont produit ensemble une capsule très intéressante. Et ce soir, c'est nous qui le recevons. Alors, je dois préciser à nos amis internautes que la capsule qui a été diffusée hier par Réseau International sera diffusée sur notre chaîne mardi à 20h. En principe, à partir de mardi, le mardi suivant, c'est Claude Janvier que vous recevrez le mardi soir et Raphaël Berland qui occupera donc le vendredi soir à 20h pour que son émission puisse être diffusée en direct sur notre chaîne. Mais comme Et je voilà, disais, je suis poussé dehors, c'est terrible quand même. Ah, la dictature alors, c'est infernal. Au ah, fait, c'est à partir de mardi prochain ou c'est mardi en 8? mardi en 8, Ah, parfait. voilà. Alors, on disait que bon, ben, finalement, Thierry va être présent sur notre antenne pratiquement 2 fois en l'espace de 4 jours. Mais on disait aussi que comme on apprécie Thierry, on ne risque pas de subir une overdose. Donc on est Non, très content ça de le c'est pas possible. recevoir. Si tu veux bien, on le reçoit tout de suite. Merci Thierry Absolument. d'être là. Bonsoir Thierry. Bonsoir Eric, bonsoir Claude et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Thierry, bienvenue. Bon, on est content de te retrouver Thierry. Comme on le disait hors antenne, ça m'a fait plaisir de t'entendre parler du droit international dans la capsule de Raphaël, parce que effectivement, je suis confronté régulièrement à des interlocuteurs qui me disent mais Eric, le droit international, ça vaut plus un clou, personne ne le respecte, l'ONU ne sert à rien. Et tu as constaté comme moi que le premier, en tout cas, à dénoncer l'ONU, c'est Benjamin Netanyahou. Et dans la foulée, Trump a repris ces éléments de langage en expliquant que l'ONU ne servait à rien, qu'elle était inefficace et qu'elle n'était pas en mesure de faire respecter la paix. J'aimerais, s'il te plaît, qu'on démarre sur ce point-là parce qu'il est capital pour moi. Je t'ai posé la question, Thierry, est-ce que tu crois toujours au pouvoir du droit international ou non? Et ta réponse, que j'aimerais t'entendre répéter pour nos amis internautes, me rassure. Alors d'abord, il faut savoir que la Chine et la Russie tiennent énormément au droit international. C'est leur manière de penser. Ceux qui ne pensent pas de cette manière, c'est l'ensemble des Occidentaux qui, tous les jours, foulent aux pieds le droit international. Mais le reste du monde considère que c'est au contraire la seule solution. Simplement, il faut expliquer ce qu'est le droit international. Le droit international, ça n'est pas l'ONU. Là, récemment, le Conseil de sécurité a pris une résolution contre l'Iran, une résolution qui viole le droit international. Oui. Et il a fallu que l'Iran sorte un document que tout le monde avait oublié pour se rendre compte de l'état de l'ignorance des diplomates qui se trouvaient aux Nations Unies. Alors le droit international, ça n'est pas un code. Vous n'avez pas il y a le code civil, le code pénal, le droit international. Il n'y a pas de code du droit international. Ça n'existe pas. Le droit international, c'est l'engagement de chacun à respecter sa propre signature. Et ce que je n'ai pas signé, je ne suis pas obligé de le respecter. Mais quand on a fait ça, c'est arrivé, on a fait une construction par étapes. Donc, à la fin du 19e siècle, en 1899, donc un peu avant la guerre de 14, on a réuni
c'était la première réunion de gouvernement où étaient représentés les 5 continents. Ça n'était jamais arrivé avant. C'était convoqué à La Haye par le tsar de Russie. Et il avait préparé la réunion avec le pape catholique, qui n'est pas venu parce que, en fait, ça a posé des problèmes qui viennent. On pensait qu'il prendrait parti. Donc, de lui-même, il a dit, je ne viendrai pas, mais j'ai préparé pour vous la conférence. Et dans cette conférence, il y a une délégation qui a crevé l'écran, qui est arrivée comme ayant la réponse à tout. C'était la délégation française. Elle était dirigée par Léon Bourgeois, qui est le personnage central de la Troisième République. Vous ne pouvez pas étudier la Troisième République sans voir son nom marqué à toutes les pages. Mais cet homme est absent de tous les manuels scolaires. C'est incroyable ce truc. C'était la référence permanente pendant la Troisième République. Il a été président du Conseil, il était président de l'Assemblée nationale, il a été président du Sénat, il est devenu prix Nobel de la paix, mais tout le monde l'a oublié. Et on l'a oublié parce qu'on ne veut pas retenir ce qu'il a dit. Et donc, le droit international s'est construit sur la base de ce qu'il avait lancé. Premièrement, on ne se comporte pas comme des sauvages. Les barbares. Donc, des barbares, oui. On ne se comporte pas comme des barbares. Donc, quand on fait la guerre, on fait attention à qui on vise. Alors, on vise des cibles militaires. On peut évidemment, par hasard, tuer des civils, mais on ne vise pas des civils. Voilà. La deuxième chose qu'on a amené là-dessus, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça, on a fait ça dans les années 50. Et en 74, on a rajouté la définition de l'agression que tout le monde a oublié. La définition de l'agression, c'est exactement ce qu'Israël et les États-Unis font en Iran. Et là, d'après ces textes, le texte de 64 ont été adoptés à l'unanimité par les Nations Unies, à l'unanimité. La charte, pour rentrer aux Nations Unies, il faut signer cette charte. Et c'est une charte qui est très courte, donc on ne comprend pas le détail de ce qui est présenté. C'est pour ça qu'après, on a fait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avec des textes très précis, et la définition de l'agression. Ça a une importance aujourd'hui parce que ça donne le droit, quand on est agressé, de riposter sur l'agresseur. C'est le principe de la résistance. Si, pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance française avait eu l'occasion de mener des actions à Berlin, elle l'aurait fait. Là, il y a une nouveauté, c'est que il y a maintenant des missiles, des armes qui peuvent être envoyées sur le territoire de l'adversaire, même s'il est très loin. Donc l'Iran frappe le territoire d'Israël. Mais les textes précisent que l'Iran a le droit de frapper les bases militaires israéliennes et états-uniennes à l'étranger, dès lors qu'elles participent à l'agression. C'est ce que les Iraniens ont fait en attaquant les États du Golfe. Mais ils auraient pu aussi attaquer le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et d'ailleurs, en fait, ils ont vous savez, le Hezbollah a attaqué une base du Royaume-Uni à Chypre. Mais ils auraient pu attaquer des bases en Allemagne et au Royaume-Uni. Et le texte va plus loin encore. Il dit « Et on a le droit de riposter sur les États qui sont complices de l'agression. » Donc, si vous avez chez vous
des bases militaires des États agresseurs et que vous acceptez que ces États agresseurs les utilisent pour commettre leur agression, on a le droit de vous attaquer. Et ça, pour la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, enfin tous les pays du Golfe, c'est un traumatisme brutal, puisque eux, ils pensaient, quand ils ont accepté ces bases militaires, qu'ils allaient être défendus. Et non, le droit international dit qu'ils deviendront des cibles. Et dans les 2 dernières semaines, il y a des échanges au Conseil de sécurité quotidien, on envoie des lettres et des lettres dans un sens. Il y a au moins 150 lettres qui ont déjà été échangées entre les différents protagonistes. Et dans ces lettres, désormais, l'Iran explique qu'elle exige aussi des réparations des États du Golfe et de la Jordanie. Donc, pour tous ces États, c'est un cataclysme. Ils réalisent l'erreur de leur positionnement. Mais il est trop tard. Mais ça, c'est le droit international. Mais alors, Thierry, j'ai une question. Quand il y a des États, donc des États voyous, occidentaux, oui, qui ne respectent pas le droit international, alors comment on fait? Enfin, je veux dire. Alors, voilà. Toute l'astuce de Léon Bourgeois, et il l'a expliqué au siècle dernier, enfin à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Il a expliqué, nous devons obliger les chefs d'État à respecter leur signature. Et comment nous devons faire? Et faut quand même voir la vision de cet homme. Hein. C'était à un moment où c'était juste possible, mais personne ne l'avait encore réalisé. Et il a dit, en fait, les chefs d'État n'accepteront jamais de paraître des criminels devant leur peuple. Et donc, nous devons nous appuyer sur ce qui apparaît aujourd'hui des opinions publiques. L'opinion publique, ça suppose qu'il y ait des médias de masse. Sans ça, il n'y a pas d'opinion publique. Et donc, c'est pour ça que dès sa création, les Nations Unies ont adopté 3 textes contre la propagande de guerre. Parce que ce qui a fait échouer pendant les 2 guerres mondiales, c'est la propagande de guerre. S'il n'y avait pas eu cette propagande de guerre, jamais les Allemands ou les Anglais ne seraient entrés ou les États-Unis ne seraient rentrés en guerre. Il a fallu qu'ils mentent pour ça. C'est pour ça que nous devons ouvrir les yeux sur la propagande dans laquelle nous sommes plongés quotidiennement, en fait. Oui, ça, effectivement, on y est plongé vraiment quotidiennement. Oui, mais on ne sait pas du tout comment ça marche. Nous ne sommes pas habitués à réfléchir là-dessus. C'est vrai. Oui, mais il y a quand même des sondages concordants dans le monde occidental qui démontrent que la confiance de l'opinion publique dans ces médias est plus qu'altérée. 80% des gens en France ne font plus confiance aux médias. Donc on peut supposer que ça fait partie de l'éveil dont tu parles. Non. Oui, mais c'est pas qu'ils font plus confiance aux médias, ils font plus confiance aux grands médias, ils font confiance à des médias comme le tien. Ça aussi, c'est un média. Oui. Et nous allons voir dans les prochaines années, ça va se passer dans les 2-3 ans, que ce sont des médias comme le tien qui vont prendre la place des France Télévisions et des BFM. Mais nous devons aussi être conscients que ceux qui ont truqué les télévisions vont truquer aussi les médias alternatifs. Et d'ores et déjà, Israël déclare lui-même qu'il a, depuis 2 ans, Israël verse des centaines de milliers d'euros en France sur des médias indépendants. Il y a déjà des chaînes
YouTube indépendantes qui sont en sous-main financées par Israël. Ce qui n'est pas notre cas, je vous rassure, amis internautes. Et puis, Et même si c'était le cas, bon, nous ça, je ne parlerai pas chez refuserions toi. cet argent. Bon, mais Israël est en train d'acquérir une mainmise sur certains réseaux sociaux. Oui. Benjamin Netanyahou lui-même a dit que désormais, il contrôlait TikTok et X. X, c'est vraiment réel ou X en Europe alors ou X mondial? X mondial. X mondial, ah oui, carrément. Ah oui. Oui, oui, il y a beaucoup de comptes pro-palestiniens qui ont été fermés sur X. Claude. Oui, non, mais ça, d'accord, mais de là à ce que X au niveau mondial soit contrôlé par Benjamin Netanyahou, Non, bon, mais c'est. Netanyahou a dit qu'Elon Musk était un ami, que donc il allait pouvoir s'arranger avec lui. Avec Oui. TikTok, ils ont acheté. Et le problème est résolu. Bah, de toute façon, c'est Xavier Niel aussi qui est le vice-président de TikTok en Occident. Mais en plus des réseaux sociaux, Thierry, il y a aussi tous les grands médias américains qui viennent d'être rachetés par Ellison, hein, il me semble. Je ne sais plus Oui, oui. quelle entreprise il dirige. Enfin, c'est un des milliardaires Oui, juifs oui, oui. américains qui a racheté CBS, CNN. Enfin, aujourd'hui, l'information libre aux États-Unis, je me demande d'ailleurs si elle a un jour existé. Non, mais l'information libre, c'est Tucker Carlson, par exemple, qui s'exprime sur sa chaîne. Il n'a pas de télévision, mais il parle régulièrement à ses auditeurs. Et il fait un vrai travail de journaliste. Donc tout ça, ça évolue. Et il faut en être conscient. Peut-être que ce qui nous paraît très bien aujourd'hui, ça ne vaudra plus rien dans un an. Et peut-être ce que nous trouvons stupide aujourd'hui, ça sera très bien dans un an. Mm. Et ben, ça laisse un peu pantois, hein. Tout d'un coup, je sens là, un ange passe là. Non, non, mais ce que dit Thierry est vérifiable dans les faits. Ah oui, non, mais C'est ça vrai, c'est clair. c'est vrai que les médias indépendants occupent une place toujours plus importante quand on regarde les chiffres d'audience de CNews et qu'on regarde les chiffres d'audience de réseaux internationaux. Il n'y a pas photo. Il y en a un qui explose les compteurs et c'est réseaux internationaux et CNews qui vient encore de perdre des points d'audience. Ils sont à quelques centaines de milliers de téléspectateurs. Oui, mais enfin, quid à ce moment-là tu parles de CNews, mais quid de TF1, de France 2 enfin, moi, j'en avais discuté d'ailleurs il y a 2 ans avec Mike Borowski, et il me disait, pour arriver à toucher à peu près le problème qu'il avait, enfin que les médias indépendants ont, c'est comment arriver à toucher à peu près 20 millions de Français qui sont scotchés le matin quand ils se réveillent sur Europe 1, France Inter, et le soir sur au moins le JT de TF1 ou celui de France 2 ou celui de France 3, sans même parler de CNews, de LCI, etc. 20 millions de Français, c'est pas mal, qui seraient encore scotchés sur les médias mainstream, quoi. J'y crois pas beaucoup. Eh, je sais pas. Je sais pas. Les annonceurs y croient. Oui, voilà. C'est ça le truc, c'est que les annonceurs y croient. Après, moi, si vous le permettez tous les deux, je vais vous raconter une petite anecdote rapide. Ça devait être juste avant Noël 2023. Je me trouvais dans le métro à Paris, serré comme un anchois, parce qu'il y avait du monde.
j'avais le nez sur mon smartphone parce que j'avais un rendez-vous, etc. derrière, et il y avait juste 2 dames qui échangeaient. Alors, comme j'avais mon oreille à côté, évidemment, leur conversation, j'ai entendu. C'était 2 dames à peu près une cinquantaine d'années, socialement convenables, je vais dire, intégrées, etc., etc. Et il y en avait une qui s'interrogeait sur une nouvelle qu'elle avait entendue à France Inter le matin concernant la crise sanitaire des années 2020, 21 et 22. Alors moi, avec l'oreille qui traînait, à un moment donné, je me suis immiscé dans leur conversation. J'ai dit, excusez-moi, pardonnez-moi, mesdames, je vais de m'immiscer dans votre conversation, mais vu que j'ai l'oreille à côté. Et je leur ai posé une question. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes au courant que des médias libres et indépendants existent? Et là, elles ont commencé à me regarder avec des yeux ronds comme des soucoupes. De quoi parlez-vous, monsieur? Je leur dis, écoutez, je parle de réseau international, je parle au niveau vidéo, émission, je parle de géopolitique profonde. Voilà, je leur ai cité comme ça quelques médias libres et indépendants. Elles m'ont regardé, mais comme si je débarquais de la planète Mars. Mais vous êtes qui? Alors, je me suis présenté à elle. Ah bon, mais vous connaissez ça comment? Bah, je dis, bon, il se trouve que je suis écrivain, j'enquête un peu, voilà, bon, voilà. Mais, et en fait, elles n'avaient aucune animosité à mon égard quand j'ai commencé à leur parler de médias libres et indépendants. Simplement, elles n'étaient pas au courant. Alors évidemment, je l'aurais souhaité avant que je descende parce que je descendais une station plus loin. Je les ai incités à regarder sur Internet déjà qui j'étais et évidemment de regarder un peu les médias libres et indépendants que j'avais cités. On s'est souhaité joyeux Noël et je suis descendu. Mais voilà, je me suis permis de citer cette anecdote parce que voilà 2 dames qui n'étaient pas du tout antagonistes et qui m'ont pas traité de complotiste ou pas traité de je ne sais quoi, mais qui n'étaient absolument pas au courant que des médias libres et indépendants existaient. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est pas évidemment un sondage sur 1000 personnes, mais c'est un exemple précis. Quel âge elles avaient Cinquantaine à peu près, cinquantaine. Bon, ben, elles ont besoin juste d'une mise à jour. D'accord, mais bon, toujours est-il que, voilà. Mais ça peut se comprendre aussi, il y a des gens, ils se lèvent le matin avec France Inter, Europe 1, ils se couchent le soir avec TF1, France 2, hein. Bon, ben, le seul mal qu'on puisse nous souhaiter, c'est que les gens se réveillent le matin avec JSF et se couchent avec JSF. Par exemple. Non, on ne peut pas souhaiter ça. Parce que s'ils n'entendent que JSF, ça deviendra une nouvelle doxa, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu as raison. Ouais. Tu as raison. Et puis il y a Netanyahou qui va vouloir t'envoyer de l'argent, et Eric, alors là, ça va pas être bon non plus. Alors revenons aux États-Unis. Tu disais dans un de tes articles, c'est ce qu'on disait hors antenne, que les États-Unis sont en train de se suicider. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce processus qui est en train de se produire et qui va, selon toi, selon moi aussi, selon Claude, selon les gens qui sont un peu informés, conduire les États-Unis à perdre sa position dominante? Alors, le président Trump est arrivé au pouvoir en étant un jacksonien. Il est au Parti républicain, mais il n'est pas républicain, il est jacksonien. Il se réfère à Andrew Jackson, le président juste avant la guerre de sécession. Sa doctrine, ça lui a permis de faire avancer les choses pendant un an, où il a vraiment fait avancer beaucoup de choses aux États-Unis. Mais pour traiter le problème géopolitique principal du développement de la Chine et de la décrépitude, la lente baisse des États-Unis, il a adopté finalement une théorie qui est que on ne doit pas faire la guerre directement à la Chine, mais on doit priver la Chine des moyens de se développer. Donc,
la Chine importe surtout de l'énergie et certaines matières premières. Donc, pour ce qui est de son énergie, on va lui couper son énergie. Voilà, c'est son principe. Ce faisant, il n'est plus dans la doctrine jacksonienne du tout. Et il a mené successivement une opération contre le Venezuela. Alors, il nous a raconté que c'était pour le trafic de drogue, tout ça, c'est du blabla. Ce qu'il voulait, c'était stopper les exportations de pétrole du Venezuela vers la Chine. Mais ça ne représente que 2% de l'énergie utilisée en Chine. Et après ça, il a voulu attaquer l'Iran. Alors on nous dit c'est à cause des Israéliens ou il veut changer de régime. Tout ça, c'est du blabla. En fait, ce qu'il veut, c'est empêcher la Chine d'utiliser le pétrole iranien. Donc là, c'est un enjeu considérable puisque c'est 40% de l'énergie importée pour les Chinois. C'est donc, s'il arrive à faire ça, il est certain que ça va stopper net le développement de la Chine et peut-être même provoquer son effondrement intérieur. Donc c'est pour ça qu'il mène cette guerre. Il se trouve que c'est en Iran, qu'il ne connaît pas du tout l'Iran, qu'il avait des a priori là-dessus, et donc il a mené cette opération absolument n'importe comment. Le résultat aujourd'hui est désastreux pour lui, puisque militairement parlant, les États-Unis se trouvent à égalité avec l'Iran. En fait, la suprématie des États-Unis, ça fonctionnait parce que ils voyaient absolument tout ce qui se passait au Grand Moyen-Orient. Mais dès le début de cette guerre, les Iraniens ont détruit leur super radar qui était au Qatar et qui pouvait espionner n'importe quoi en Afghanistan ou en Égypte ou en Libye. Donc tout d'un coup, ils sont devenus aveugles. Et l'armée des États-Unis s'est organisée de telle manière que si vous n'avez pas ces informations radar, ça ne peut pas marcher. Donc vous avez encore des satellites qui peuvent fonctionner et des avions, des AWACS, vous voyez ce genre d'avions. Donc ces avions, ils ne peuvent pas marcher puisque les Iraniens les ont détruits au sol. Il ne reste que une vue satellitaire. Mais les Iraniens aussi ont depuis 2 ans un satellite d'observation militaire qui a été lancé par la Chine. Donc aujourd'hui, l'Iran et les États-Unis sont à égalité. Donc vous voyez bien que la guerre entre eux, ça s'est arrêté parce que on ne peut plus avancer. Et s'il ne se sort pas immédiatement de cet imbroglio, s'il persévère dans cette erreur, ça sera un suicide. Oui, mais s'il persévère dans cette erreur, c'est-à-dire là, il ne peut persévérer qu'en faisant le blocus, là, maintenant, au niveau du détroit d'Ormuz. Voilà. Donc, maintenant, c'est clair, il fait le blocus. Donc, c'est encore plus clair. C'est bien contre le transport du pétrole vers la Chine. C'est le seul intérêt de bloquer le détroit d'Ormuz. Est-ce que c'est clair? Alors, oui. Non, mais là, je suis d'accord. Mais alors, à ce moment-là, au niveau de nos pays en Europe, est-ce que ce blocus du détroit d'Ormuz affecte tant que ça l'arrivée du pétrole en Europe ou pas? Oui. Aussi. Oui, mais, bien sûr, mais l'Europe utilise assez peu de pétrole du Golfe en général, l'Iran compris. Ils en utilisent assez peu pour les voitures, mais ils en utilisent énormément pour les produits dérivés. Oui. Ça dépend de la qualité du pétrole, tout ça. D'accord.
Parce que là, en ce moment, les prix continuent, enfin, ou sont un peu stables, mais enfin, les prix à la pompe en France atteignent des sommets, ça baisse pas. Donc, tout ça, c'est sur fond Mais de ça, blocus du détroit d'Ormuz, quoi. ça ne peut pas baisser parce que nous, en Europe, nous nous sommes mis en tête que nous ne devions pas prendre de pétrole et de gaz russe. On ne sait pas pourquoi, mais donc on se l'interdit. Ah, Donc, oui, oui. quand on s'est coupé une main, si on vous coupe l'autre, eh ben vous avez des problèmes. C'est Ah évident. bah c'est compliqué, oui, oui, c'est compliqué, oui. Enfin, en tout cas, c'est pas perdu pour tout le monde puisque Donald Trump doit être content puisqu'il peut vendre son pétrole états-unien donc à prix d'or et c'est ce qu'il fait. Oui, c'est ce qu'il fait. Et lui, il a diverses sortes de pétrole et il arrive à avoir des produits dérivés. Tout ça, il ne les paye pas plus cher. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, Nous allons les payer beaucoup plus cher. Pour le moment, on a vu l'essence qui a augmenté, mais on verra bientôt les médicaments ou le plastique ou voilà tout ça qui va ah oui, oui, augmenter. bien sûr, oui, oui. Thierry, je ne veux pas te contredire, mais en l'occurrence, en écartant la responsabilité d'Israël des événements qui se produisent actuellement au Moyen-Orient et particulièrement en Iran, tu fais abstraction de la démission de Joe Kent qui a affirmé que l'Amérique avait été entraînée dans cette guerre parce que Netanyahou, c'est son obsession depuis 20 ans. À chaque fois, il dit l'Iran, 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 l'Iran. Oui. Bon, alors, La semaine prochaine, ils vont avoir la bombe atomique. Oui. voilà. Ça fait 30 ans Et, qu'il le dit. bon, et je t'ai entendu dire à notre ami Raphaël Berland que si les États-Unis étaient avant sous l'influence des lobbies sionistes, ce n'était plus le cas. Mais quand on regarde la composition de l'administration Trump, et même quand tu regardes Exet ne se déplace jamais sans son garde du corps, je mets ça entre guillemets, de l'AIPAC. Est-ce est-ce qu'on peut franchement et sérieusement affirmer que le lobby sioniste n'a plus l'influence qu'il avait? Peut-être parce qu'effectivement les Américains commencent à se révolter contre cet état de fait, mais pour l'instant, Trump continue à faire voter des lois liberticides, continue à faire expulser des gens qui soutiennent la cause palestinienne. Ils ont interdit toute présence d'organisations d'État palestiniens aux États-Unis. Il y a quand même une volonté de plaire en permanence à Netanyahou. Est-ce qu'on passe ça en pertes et profits? Non, je ne le passe pas en pertes et profits, mais ça n'a pas du tout la même influence que celle que ça avait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, l'AIPAC payait la majorité des campagnes électorales aux États-Unis. Ben, on est à 75% aujourd'hui. Non, non, non. Ah ben, Non, aujourd'hui, ils ne financent pas les campagnes électorales de 75% des parlementaires. Ça n'est plus vrai, ça. Il faut se rendre compte, aux États-Unis, maintenant, c'est arrivé en réaction au génocide auquel on a assisté à Gaza. La majorité de la population qui était pour Israël est aujourd'hui contre Israël. oui. Et donc, pour se faire élire, vous pouvez prendre de l'argent israélien, mais vous devez éviter de le mettre en public. Donc ça, c'est un vrai changement. Donc, dans ces conditions, l'AIPAC peut continuer à avoir une influence au Congrès, mais pas du tout l'influence qu'il avait il y a 20 ans. C'est certain, ça. Alors, Donald Trump lui-même est redevable à certains donateurs, spécialement
une Madame célèbre Adelson. casinotière, voilà, Madame Adelson, voilà, bon. Euh, mais le fait qu'il soit redevable à Madame Adelson, ça n'en fait pas son esclave, hein. Parce que vous savez, quand il est allé en Israël, il a fait un discours à la Knesset. Madame Adelson était assise devant lui et il s'est permis une réflexion que ah, Madame Adelson, je ne sais jamais quand je lui demande si elle préfère être états-unienne ou israélienne, ce qu'elle préfère, elle ne me répond pas. Mais oui. Il l'a dit à la tribune quand même. Il faut un sacré culot, quoi. Donc, ça n'est plus la dépendance qu'il y avait auparavant. Tu ne crois pas que... Joe Biden ne pouvait rien refuser à Netanyahou. Donald Trump peut refuser certaines choses. Donald Trump a refusé que Netanyahou s'approprie la bande de Gaza. Oui, mais enfin, la bande de Gaza, elle va devenir quoi? Ah, mais ça, on ne sait pas. Ça, on ne Mais sait pas, ouais. les Israéliens voulaient annexer la bande de Gaza. Et Netanyahou a dit non, il n'est pas question, je vais y mettre ma Riviera, c'est moi qui... Voilà. Trump a dit ça, oui, à Netanyahou. Ah oui, c'est le fameux projet, le fameux projet de Riviera. Oui, oui. Bon, c'est n'importe quoi ce projet. Mais le fait est que c'est un moyen de dire à Israël, vous arrêtez là. Thierry, moi, tu vois, je pense que l'EIPAC est capable de financer même l'élection de candidats qu'il présenterait comme anti-sionistes. En politique, on sait très bien que les candidats promettent une chose et une fois élus, font exactement le contraire. Donc, il n'y aurait rien de nouveau sous le soleil. Est-ce que tu ne crois pas que finalement, c'est un jeu de billard à trois bandes, c'est-à-dire que aux Américains on dit bon bah écoutez, vous allez pouvoir bloquer l'approvisionnement en pétrole de la Chine en fermant le détroit d'Ormuz. Nous, Israéliens, vous nous mettez en position hégémonique sur le Moyen-Orient et tout le monde y retrouve son compte. Oui, oui. Ou pas? Oui. Enfin, sauf que la Chine, à un moment donné, si le blocus, je pense, du détroit d'Ormuz continue ad vitam aeternam, je pense que la Chine va finir par mettre son grain de sel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry. Ça, c'est certain. Justement, Thierry, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que ce qui se passe au détroit d'Ormuz peut se passer assez vite au détroit de Malacca. En face de Singapour. Ça, c'est la continuation de la ligne de transport pour les Chinois. Mais Strategica dit que les pétroliers chinois passent sans encombre dans le détroit d'Ormuz. Vous demanderez aux États-Unis. Hein. Ils passent ou ils passent pas? Ils ont passé certains jours, et à d'autres moments, ils passent pas. Bon, et puis il y a la route aussi qui est une. Oui, alors il y a une route qui part par le Pakistan, mais par la route, on ne peut pas transporter beaucoup de pétrole. C'est avec des camions. Ça se fera après par des trains, mais avec des camions, on ne peut pas faire grand-chose. Oui, c'est moins facile qu'avec les super conteneurs. Ça, c'est clair. Et vu la taille de ces conteneurs, c'est gigantesque. Les pétroliers gaziers. Mais j'ai une question, Thierry. Ce fameux attentat récent contre Trump. Oui, alors cet attentat, moi, ça ne m'a pas surpris parce que j'avais annoncé qu'il y aurait un événement comme celui-là. Observez bien ce qui s'est passé. Il y a un cinglé qui est rentré pour tuer le président et le maximum de membres de son administration. Et le Secret Service, c'est-à-dire
le service de protection de la Maison Blanche, parce que ça ne veut pas dire service secret, hein, ça veut dire service de protection, c'est pas pareil. Donc le Secret Service a arrêté le tireur, mais on a d'abord sauvé le vice-président et seulement après on a sauvé le président. Oui. C'est un message qu'on lui a transmis. Oui, c'est vrai. Mais alors, moi j'ai une question, est-ce que cet attentat est de l'esbrouf ou est-ce que véritablement... Non, mais c'est pas besoin d'être de l'esbrouf. Pour avoir un cinglé que vous envoyez tirer sur le président, c'est très facile d'en trouver un. Ça, Oui, on trouve... c'est vrai. Bon, c'est vrai. Je ne sais pas, moi. Oh si, il suffit de payer un peu et tu sais, c'est un peu comme la CIA, le Mossad qui ont recruté des gens pour combattre en Syrie aux côtés de Daesh. Oui, tout simple. Tu payes $500 par mois à quelqu'un qui a un QI qui est pas très élevé et le gars il est prêt à tuer père et mère. Hein. Là, c'était un garçon qui était plus Oui, un peu plus évolué. intelligent, mais c'était un malade mental, il suffisait de l'exciter. C'est assez simple, ça. Oui, voilà. Bon. En tout cas, pour l'instant, cette situation dans le détroit d'Ormuz fait les affaires de la Russie qui voit ses volumes d'hydrocarbures exportés exploser, ne fait pas les affaires de la Chine qui voit son développement menacé par cette interruption des approvisionnements. Et puis il y a l'Europe, il y a nous qui enregistrons une augmentation du prix de l'essence, une augmentation de l'alimentation, du coût de la vie. Combien de temps Trump va-t-il pouvoir tenir en défiant le monde comme ça? Thierry? J'en sais, je dis que c'est une erreur. S'il continue comme ça, c'est un suicide. Voilà. Il doit se retirer du piège dans lequel il est volontairement tombé lui-même. Il doit absolument arrêter cette guerre. Oui, mais alors justement, sans perdre la face, c'est tout le problème. Comment arrêter un conflit comme ça sans perdre la face? Ah, ça c'est un... C'est un bonimenteur extraordinaire, M. Trump. Il est capable de vendre n'importe quoi. Donc pourquoi il n'arriverait pas à dire qu'il a gagné et qu'il retourne à la maison, la queue entre les jambes? Donc oui, c'est pas faux. Oui, c'est vrai que c'est le roi du bonneto. Oui, ça c'est vrai. Ça, entre autres, oui, ça c'est sûr. Mais enfin, bon, quand même. Hein. Avant les midterms, les midterms, c'est en novembre. C'est le seul moyen qu'il a de gagner les midterms. Ouais. C'est d'arrêter la guerre tout de suite. Mais à un moment donné, il voulait l'arrêter en balançant quand même une bombe atomique. C'est le général Dan Kane qui l'a arrêté. Donc, ça, c'est la logique de l'escalade. Quand quelqu'un qui croit dans sa force n'arrive pas à obtenir son résultat, il pense qu'il n'a pas mis assez de force. Ouais. Donc, les États-Unis, au début de la guerre, ont expliqué qu'ils allaient bombarder encore plus fort l'Iran. Et ça marche toujours pas. Ils vont faire encore plus fort et encore plus fort. Et là, maintenant, il n'y a plus d'armes pratiquement. Hein. Les États-Unis ont déjà tout employé et ils ont commencé à vider les autres théâtres d'opération où ils sont présents, notamment les armes qu'ils avaient en Corée, ils ont commencé à ramener, etc. Donc, qu'est-ce qu'il avait d'autre à envisager que on va aller plus fort, on va utiliser une bombe atomique. Et là, son chef d'état-major lui a dit ça ne marche pas. Oui, le général Dan Kane a mis le haut là. Mais c'était étrange qu'il ait cette idée parce que sur fond de publication donc, du manifeste de Palantir. Oui. Bon, le manifeste de Palantir, c'est quand même pas quelque chose de
On dit que Palantir est une grande société très intelligente, mais son manifeste, c'est un peu faible intellectuellement. Ah oui, faible, je te l'accorde, mais c'est inquiétant quand même, hein, quand il est clairement écrit qu'il y a des civilisations qui se doivent d'être respectées, enfin je vais abréger, et des civilisations nuisibles, qu'il faudrait pas hésiter à mettre un terme quand même. Et le manifeste, quand je l'ai lu, ouf, effectivement, mais enfin c'est chaud de la part quand même d'une société qui s'occupe de contre-espionnage, d'espionnage, et qui a un contrat quand même avec la CIA, avec la DGSI en France, enfin, avec avec Peter Thiel, qui n'y est plus, mais Alex Karp, qui est à peu près, c'est quand même assez incroyable, quoi. Simplement, Enfin, qui est dans la même mouvance, quoi. Simplement, si vous utilisez une intelligence artificielle de Palantir, vous devez savoir quelles sont ses idées. Oui. Oui. Parce que sans ça, il vous le dira à votre insu. Oui, c'est pas faux. Le fonds de commerce et le suprémacisme qu'ils essayent de partager avec les Américains, les convaincre que le suprémacisme, c'est pas une tare, mais c'est une qualité. Oui. Absolument, absolument. Claude, tu as préparé une série de questions, je crois. Bah, écoute, on en a déjà évoqué pas mal, hein. Non, j'avais lu aussi un très bon article donc sur Réseau Voltaire, mon cher Thierry, hein, puisque effectivement tu publies des articles toujours très bien documentés et très intéressants. Et sur le Conseil de sécurité, donc débattait de la sécurité maritime. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Et là, évidemment, ça parle donc du détroit d'Ormuz et du blocage. Et que quand même, un dénommé Antonio Guterres, hein, qui est quand même au Conseil de sécurité de l'ONU, a fait un rappel qu'il y a quand même 20 000 gens de mer, donc marins ou employés, mais qui sont sur des bateaux, et plus de 2000 navires qui sont toujours bloqués dans le golfe Persique sans possibilité de débarquer. Donc évidemment, il y a l'OMI au milieu, c'est l'Organisation maritime internationale, qui rappelle la Convention des États-Unis, donc le droit de la mer, et que les détroits internationaux ne peuvent pas être fermés par un État côtier. D'un autre côté, alors il y a des États qui se rangent là, derrière ça, d'autres pas, et l'Iran, eux, disent non, nous, de toute façon, on a été agressés, donc on a des droits. La Russie va dans ce sens-là. Alors, je te laisse développer un peu, Thierry, parce que je trouvais cet article très, très intéressant. Alors, il y a un gros débat pour savoir si on a le droit de fermer le détroit d'Ormuz et si on a le droit d'imposer un péage pour traverser ce détroit d'Ormuz. Alors, il est certain qu'on ne peut pas bloquer la circulation, que cette circulation est indispensable aux pays du Golfe Persique en général et au monde entier en fait. Donc ça, il y a la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est très claire là-dessus. On ne peut pas bloquer le détroit, la circulation dans le détroit. Mais installer un péage, ça n'est pas envisagé. Ça ne veut pas dire que ce soit interdit. En fait, il est, par exemple, le détroit d'Ormuz, c'est comme la Manche pour nous. Parce que le détroit d'Ormuz, ce sont des eaux territoriales, ce ne sont pas des eaux internationales. Des eaux territoriales de l'Iran, d'Oman et un petit bout selon la manière dont vous tournez, un petit bout des Émirats arabes unis. Et la Manche, ce sont des eaux territoriales du Royaume-Uni et de la France. Il n'y a pas d'eau internationale. Oui. Bon, quand il y a eu le naufrage de la Moko Cadiz, oui. On aurait très bien pu décider d'installer un péage pour payer les conséquences d'un naufrage pareil. Il n'y a rien qui s'oppose à cela.
C'est pas parce que c'est pas prévu qu'on est contre. Et les Iraniens disent, ben nous, on veut mettre ce péage. Et les Iraniens ont le droit d'anticiper sur éventuellement une catastrophe comme la Moko Cadiz sur leur côte. Absolument. Oui, absolument. C'est là où on en est dans la discussion. Donc, Ouais. Oui, ça m'avait bien plu ton article parce que je me dis oui, tiens, ça c'est. Alors la Russie, j'ai vu aussi dans ton article, eux, ils sont un peu plus, j'allais dire, offensifs que d'autres pays. Ils disent qu'à partir du moment où un État côtier est victime d'une agression, cet État peut restreindre la navigation dans ses eaux territoriales, effectivement, afin d'assurer sa sécurité. C'est un état de guerre. C'est un état de guerre. Voilà, oui. C'est un état de guerre. Bien. Et après, la Russie enfonce le clou avec les pays de l'UE et nous traite de flibustiers, là on parle des pays de l'UE, du 21e siècle avec la capture et le fait d'arraisonner des navires marchands. Oui. Ah oui, j'ai dit là... Mais oui. Qu'est-ce que la France a fait? Elle s'enorgueillit d'avoir arraisonné des navires marchands. Oui. Qui appartiennent à la flotte fantôme russe. Et là, les Russes ont expliqué, mais c'est quoi une flotte fantôme? Définissez une flotte fantôme. Ça n'existe pas en droit international, ça, ce concept. D'où vous sortez ça? C'est vrai qu'une flotte fantôme, oui, ça existe. Non, effectivement, ça n'existe pas. Bon, d'accord, ok. Donc là, on a cerné à peu près, pour l'instant, le problème en Iran. Pour l'instant, donc, on va voir comment ça évolue. Moi, j'ai une question, effectivement, Thierry. Alors, là, j'aimerais orienter un peu sur le Liban. Ce pauvre Liban qui n'arrête pas de se faire bombarder quasiment tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ce pauvre Liban et de ses habitants qui sont soumis quand même à de hautes pressions et qu'Israël continue de bombarder puisque sous prétexte qu'il faut détruire le Hezbollah. On n'en finira pas. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe là-bas. L'État d'Israël, depuis sa création, lorgne sur le Liban. Et c'est pas nouveau. Ça n'a pas de rapport avec la guerre de 48. C'est la théorie de Jabotinsky qui voulait créer un empire juif. Il voulait pas créer un État en Palestine, ça l'intéressait pas. Lui, il voulait un empire juif qui aille du Nil à l'Euphrate. Et l'État d'Israël a attaqué et envahi le Liban avec Ariel Sharon. Il l'a fait contre l'avis de son gouvernement, qui était absolument opposé à ça. Mais il l'a envahi, et une fois qu'il y était, plus personne ne pouvait faire reculer. Donc il y avait cette politique se continue aujourd'hui, où Israël empiète sur le Liban et empiète sur la Syrie en même temps. Et clairement, les stratèges israéliens disent qu'il faudrait conquérir une partie de l'Irak pour pouvoir aller jusqu'en Iran. C'est quand même... voilà, c'est des gens qui expliquent que leur but, c'est la guerre. Alors, face à ça, au Liban, il y a une résistance populaire qui s'est mobilisée lors de la première invasion israélienne, celle d'Ariel Sharon. C'est ce que l'on connaît sous le nom de Hezbollah. Mais cette résistance, c'était des familles, parce que vous n'allez pas dire, vous n'allez pas mettre une affiche ici, on fait la résistance, non. C'était des réseaux secrets de familles, et c'était des familles toutes de la communauté chiite du sud du pays. Voilà. Ces gens-là
se sont coalisés, parce qu'au début, chacun tirait de sa propre initiative sans coordination. Puis il y a eu une coordination et c'est devenu le Hezbollah. Donc le Hezbollah continue à dire que heureusement qu'il a des armes, parce que s'il n'y avait pas d'armes, on ne pourrait pas répondre à l'envahisseur. Le Hezbollah a choisi le terme de résistance par référence à ce que faisait le général de Gaulle. Vous savez que le général de Gaulle a vécu au Liban aussi. Et il y a au Hezbollah, ils ont une parfaite connaissance de cette venue de Gaulle au Liban, de là où il habitait, de tout ce qu'il a fait là-bas. C'est la raison pour laquelle la France a longtemps soutenu le Hezbollah. Quand Jacques Chirac est venu à Beyrouth pour le sommet de la francophonie, il avait laissé une place libre au premier rang, et puis sans bruit, alors que ça venait juste de commencer, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, est venu s'asseoir en face de lui. Voilà. Donc ça, c'était Chirac, parce que Chirac se sentait en relation naturelle avec le Hezbollah. Aujourd'hui, on nous dit que le Hezbollah, ce sont des terroristes. Oui, mais on disait ça de Gaulle aussi, que c'était un terroriste. Le Hezbollah n'a jamais, absolument jamais, commis d'attentats à l'étranger, même si on lui en attribue en Argentine et en Bulgarie. Si vous allez sur place et que vous menez des enquêtes, moi j'étais en Argentine, j'ai vu le président de l'association des victimes juives des attentats en Bulgarie, et ils disent c'est clair que ça n'a aucun rapport avec le Hezbollah. Mais pourtant, ici, on vous dit c'est le Hezbollah qui a fait le coup. Donc, le Hezbollah, c'est un organisme de résistance. Mais l'actuel gouvernement libanais est un gouvernement qui est historiquement lié à Israël. Le premier ministre, Nawaf Salam, c'est l'héritier d'une grande famille qui a fait sa fortune en achetant les terres de la bourgeoisie palestinienne et en révélant après qu'il agissait pour le compte de la famille Rothschild. Il n'y aurait pas d'État israélien s'il n'y avait pas la famille de Nawaf Salam. Aujourd'hui, un grand nombre de Libanais disent que Nawaf Salam est un sioniste, ça n'est pas quelqu'un qui défend son propre pays. Et l'antagonisme entre le Premier ministre et le Hezbollah, à mon sens, c'est le même antagonisme qu'il y avait entre la résistance française et le gouvernement du maréchal Pétain. Donc vous choisissez de quel côté vous êtes. La France a choisi le côté, puisque maintenant on est du côté de Nawaf Salam. Et c'est normal, vous savez que Nawaf Salam a un ministre de la Culture qui est lui aussi à 100% pro-israélien. C'est l'ancien... j'oublie de dire, Nawaf Salam, vous savez, c'est un juge. Et vous savez que c'est lui, il était président de la Cour internationale de justice. C'est lui qui, à la Cour internationale de justice, a opposé son veto pour que les magistrats ne désignent pas le massacre à Gaza comme un génocide. Il y avait moitié-moitié qui voulait que ce soit inscrit que c'était un génocide, mais sa voix était prépondérante et il a empêché que les magistrats se prononcent. Aujourd'hui, il est Premier ministre au Liban, mais vous voyez bien qui c'est ce personnage. Oui. Donc, son ministre de la Culture, c'est l'ancien envoyé spécial des Nations Unies en Libye. Donc, quand il était en Libye, c'est lui qui a légalisé le gouvernement des frères musulmans.
la partition en trois de ce pays. Alors il dit le contraire, mais n'empêche que c'est lui qui a fait ça. Ce monsieur, c'est monsieur Gassam Salamé. C'est le père de la présentatrice de France 2. Ah, d'accord. Mon sang ne saurait mentir. Voilà, donc je ne dis pas que Madame Salamé obéit à son père et que son père obéit à Israël, mais je ne m'étonne pas de la manière dont Madame Salamé présente le conflit aujourd'hui au Liban. Alors, d'accord. Merci pour cette explication. C'était vraiment nécessaire. Mais alors, du coup, ce pauvre Liban, euh, ça prendra fin, enfin jamais, puisque le Hezbollah va continuer à résister, Israël va continuer à attaquer le Liban. L'armée libanaise, je pense qu'elle n'est pas du tout en mesure de résister à l'armée israélienne. Donc, alors en fait, qu'est-ce qu'il. Non, alors il faut comprendre que avant l'affaire Sykes-Picot, là, le découpage auquel les Français, les Britanniques et les Russes se sont livrés pendant la Première Guerre mondiale, mais les Russes, ils ont abandonné parce que c'était la Révolution d'octobre. Donc les Français et les Anglais ont créé de cette région. Et si le Liban existe, c'est uniquement parce que les Français voulaient aller à la plage. Là-bas, c'était la plage. C'était très romantique. Voilà, donc on a coupé ce petit pays. En fait, c'est un département français. On en a fait un pays indépendant. Et aujourd'hui, c'est un pays qui ne peut pas vivre tout seul. Ça n'est pas Oui, possible. ah oui, c'est ça. D'accord. Ce Mais qui est. personne ne va oser dire que ce pays n'est pas viable. Ah oui. Oui, parce que dans les faits, il n'est pas viable ce pays. Oui, il ne l'est pas. Il l'est pas. Il l'est pas économiquement. Enfin, je veux dire, je connais pas bien ce pays. J'y atterris 2 fois, mais pour me Mhm. rendre en Syrie, donc j'ai traversé la vallée de la Bekaa, mais ce que j'y ai vu m'a pas fait, m'a pas donné l'impression que le pays était en bonne santé, Ah oui, oui, économiquement parlant, j'entends. oui. Donc, Non, il n'a ses seules frontières, c'est soit Israël, soit la Syrie. C'est tout. ouais. Oui, alors donc, et comme la Syrie est aux mains d'Israël et de la Turquie au nord, effectivement, c'est compliqué. D'accord. Donc du coup, ce pays, alors du coup, le peuple libanais, malheureusement, c'est lui qui en prend, qui morfle, quoi. Et ça, c'est une horreur absolue. Et là, il faut se rendre compte que euh, il y a quelques mois, le travail de persuasion qui avait été fait au Liban avait amené la population à dire on en a marre du Hezbollah et toujours la guerre, ça ne nous intéresse pas. Et donc, il y avait une pression pour dire il faut arrêter avec le fait que le Hezbollah ait des armes, il faut les lui confisquer. Et depuis que Israël a recommencé à attaquer le Liban, sous les prétextes qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, depuis qu'ils ont recommencé à attaquer le Liban, la population revient à dire ah non, il faut soutenir le Hezbollah parce que sans ça, on va tous se faire tuer. Ouais, c'est ça. Et ouais, d'accord, ok. Ok, ok. Et là, évidemment, pour le coup, le Liban n'est pas défendu réellement par d'autres pays, quoi. Contre la. Ouais, d'accord. Ok. Non, Je voudrais vous personne ne va. montrer des images de Kiyam au sud Liban, où l'armée israélienne reproduit exactement les mêmes méthodes qu'à Gaza. Mhm. תשמע, זה מה שנקרא הרס מושלם.
פעם זה היה על חיam? פעם כל זה היה יחיה. Ça a un parfum de Gaza quand même, non? Ah, mais ils ont détruit des villages entiers, rasé complètement. Hein. Oui, oui. Oui, le sud Liban, c'est terrible. Terrible. Et quand vous dites que le Liban n'est pas viable, bon, le Liban est un petit pays, mais Israël est aussi un confetti. Oui, oui, tout à fait. Donc, si un confetti est viable, qu'est-ce qui empêcherait le Liban de l'être aussi? Le problème, c'est que quand on a comme voisin un État génocidaire et suprémaciste, qui a en plus l'appui, parce que la politique des États-Unis, qui s'est présentée pendant des années comme médiateur, comme arbitre de bonne foi, on a tous compris que les Américains n'ont jamais été un médiateur ou un arbitre de bonne foi. Ils ont toujours penché du côté d'Israël. Et actuellement, la diplomatie américaine fait pression sur le gouvernement libanais pour qu'il désarme le Hezbollah. J'ai entendu même Jean-Noël Barrot et Macron en parler. C'est extraordinaire. Finalement, ces gens s'intéressent au droit international d'une manière à géométrie variable. Que le droit international... Non, ils s'intéressent aux relations internationales, mais pas au droit international. Ils n'en ont rien à faire. Ben, si, ils disent qu'il faut absolument désarmer le Hezbollah et que... Mais de quel droit? De quel droit désarmer le Hezbollah? Ben, c'est la volonté d'Israël. Oui, bon, mais c'est pas le droit international. Oui. Après, Eric, tu parlais d'économie viable, mais de toute façon, le problème du Liban, c'est que ça fait des années et des années que ce pays est quand même ravagé par les guerres. Oui, mais le Liban, Thierry le sait mieux que nous, était considéré comme la Suisse du Moyen-Orient. Oui. Il y a 50 ans en arrière, il y a 40 ou 50 ans en arrière. Bon, mais c'est donc la preuve que cet État peut être viable. Le problème, c'est pas le Liban ou le Hezbollah. Le problème, c'est Israël. Oui, c'est toujours ce qu'on dit, mais quand le Liban, c'était la Suisse du Moyen-Orient, ben, le Liban, en fait, c'était un protectorat français à ce moment-là. Il ne l'est plus? Ah non, il ne l'est plus du tout. Les Français ne sont même pas associés aux négociations qui ont eu lieu aux États-Unis. Oui, parce qu'Israël s'y est opposé. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'a dit le président Macron? Rien, c'est couché. Bien sûr, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il compte plus. Il compte plus. Bon, mais en tout cas, notre hypocrisie, évidemment, je me refuse à assumer les actes de ceux qui nous gouvernent, mais en tant qu'occidental, je me mets dans le lot. Notre hypocrisie est devenue manifeste aux yeux du monde entier. Parce qu'on parle du droit international uniquement quand ça nous arrange. Le fait que la guerre déclenchée par les Américains et les Israéliens contre l'Iran, c'est une atteinte au droit international. Et j'entendais Jean-Noël Barrot, l'autre jour, demander à l'Iran de cesser de bombarder les voisins et de libérer la navigation sur le détroit d'Ormuz. Je ne l'ai pas entendu dire le blocage du détroit d'Ormuz par les Israéliens, c'est la conséquence de l'agression illégale des Américains et des Israéliens. Pourquoi ils ont autant de mal à dire la vérité, Thierry? Jean-Noël Barrot, bon bref, Thierry. C'est le ministre des Affaires étrangères. Oui, mais d'accord, bon, enfin, si tu as bien observé sa tête et ses yeux... bon, bref, passons. Il est officiellement ministre des Affaires étrangères de la France. Oui, mais je pense que Philippe Pétain avait aussi un ministre des Affaires étrangères qui recevait les dirigeants nazis et qui était très content avec les dirigeants nazis de lutter contre la résistance française. Oui, mais là, tu parles de l'occupation nazie.
Est-ce que tu voudrais signifier que Non, mais nous il n'y avait sommes pas. Non, sous une non. autre forme d'occupation? Mais le Philippe Pétain avait déjà cette attitude avant l'arrivée des États-Unis. Il avait déjà cette politique. Quand il était, vous savez, avant, il était ambassadeur à Madrid, avant de devenir le chef de l'État en France. Mais il avait déjà exactement la même vision. Voilà. Donc, ces gens-là sont maintenant au pouvoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Je réponds à Phil Brock qui dit qu'on dirait que tu es un novice. Tu sais bien que les politiques sont des acteurs et rien d'autre. Ils n'ont aucun poids. Je sais bien, Phil, mais il faut savoir faire l'âne pour avoir du foin. Excuse. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la réaction à court terme ou à moyen terme de la Chine. Parce qu'à partir du moment où son approvisionnement en énergie est menacé, comme tu le disais tout à l'heure, c'est son développement qui va être menacé. Et tu disais aussi que, probablement parce que les Chinois ont lu Sun Tzu, ils veulent affronter les Américains sans faire la guerre directement avec eux, et les Américains veulent aussi faire la guerre à la Chine sans entrer en guerre directement. Mais toi qui as quand même un talent que nous n'avons pas, tu es peut-être capable de nous dire comment les choses vont finir par se conclure, parce que ça, comme je te le disais tout à l'heure, il n'y a pas que la Chine. Nous aussi, on est dans une situation économique dramatique, et on peut imaginer qu'à nous tous, on puisse faire pression sur les Américains en disant arrêtez ce blocus parce que vous êtes en train de faire s'effondrer l'économie mondiale. Oui, alors moi je ne prévois pas l'avenir. Mais non, mais je te demande pas de prévoir l'avenir, mais bon, tu es un analyste. Arrête. Et les Chinois ont commencé d'abord par montrer leur force. Donc, vous l'avez pas lu dans les journaux ici, mais il se trouve que en Chine, on a tiré le leçon de ce qui se passe dans le Golfe Persique, puisque l'Iran a le droit d'attaquer les bases militaires des États-Unis dans le Golfe Persique. Eh bien, la Chine a déjà repensé ses plans de défense avec cette donnée. Donc, ils ont réorienté tous leurs missiles qui jusque-là étaient dirigés vers Taïwan. S'il y avait une invasion par les États-Unis, ils allaient se battre à Taïwan. Ils ont déplacé les missiles et ils ont visé les 34 bases militaires des États-Unis dans l'Asie-Pacifique. Ah oui. Oui. Donc, c'est pas un Pearl Harbor, c'est 34 Pearl Harbor. Oui. Je me souviens de t'avoir posé la question, est-ce que on peut envisager que les États-Unis enregistrent une défaite face à l'Iran? Et j'ai pas oublié ta réponse parce que c'est celle que j'espérais, pour te dire la vérité. Tu m'as dit ils ont déjà perdu la guerre. Aujourd'hui, tu nous dis que là, c'est le statu quo, qu'en fait, ni les Américains ni les Iraniens n'ont perdu cette guerre. Mais alors, le statu quo favorise qui, d'après toi? Aucun des deux n'a perdu, aucun des deux n'a gagné. Mais D'accord. les deux n'ont pas le même objectif. Donc les États-Unis, par rapport à leur objectif, ils ont déjà perdu. Les Iraniens, par rapport à l'objectif, ils ont peut-être déjà gagné. Ben, en tout cas, ils ont gagné la sympathie du monde, parce que il me semble que tu l'as évoqué dans un de tes articles, cette campagne de communication à base de l'ego a un impact phénoménal. Hein. Je constate que nos confrères des médias libres américains les utilisent à foison pour démontrer la fatuité de Trump et la situation réelle sur le terrain.
parce que dans les médias américains, on nous raconte que l'Amérique a gagné la guerre, que les Iraniens supplient de négocier et qu'en fait Trump fait le difficile en disant non, je veux pas, je veux tout. Voilà. Et tant qu'ils ne seront pas prêts à tout céder, je ne signerai pas de cessez-le-feu ou d'accord de paix. Alors moi, je Là pense, aussi, c'est du blabla, Thierry. oui, je pense que la solution sera trouvée quand on dira on a résolu le problème nucléaire. Voilà. Le problème nucléaire étant totalement inventé, il est absurde, donc on va pouvoir construire une échappatoire de ce côté-là. Oui, c'est ça. Mais il y aurait eu ça aurait, le coup d'une programme nucléaire iranien, il y aurait eu, il y a longtemps en arrière, le MI6 derrière. Il y aurait eu la perfide Albion qui aurait poussé ses pions. Tu as entendu parler de ça, Thierry, ou De quoi? que le MI6 était derrière cette campagne d'intox depuis longtemps sur l'Iran va développer Ah oui, des non, bombes, bien la bombe sûr, atomique, etc., bien sûr, etc. C'est le MI6 derrière. absolument, absolument, absolument. Ouais, c'est ça. Et de même, là, on vous l'a pas dit, mais le Royaume-Uni est officiellement considéré comme partie prenante à l'attaque aujourd'hui d'Israël des États-Unis. Et l'Australie est également s'est impliquée dans le combat. Ah, il y a toujours les Anglais derrière, hein, il n'y a rien à faire. Hein. C'est fou. Hein. À ceux-là, alors, la perfide Albion, il mérite bien ce surnom. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Toujours les Anglais, dans tous les coups fourrés mondiaux, il y a les Anglais. Justement, Thierry, je ne sais pas si tu avais lu la lettre qu'avait adressée l'héritier Rothschild britannique au gouvernement, je ne sais plus si c'était avant Stammer, c'était ce Pakistanais, il me semble, qui était premier ministre. Et avant lui, donc Rothschild avait adressé une lettre au gouvernement britannique en expliquant que l'Ukraine était la pierre angulaire du nouvel ordre mondial et que il n'était pas possible de perdre ce pays et qu'il fallait déployer tous les moyens pour que cela ne se produise pas. Alors j'ai vu que les Britanniques sont toujours à l'œuvre, hein, ils continuent à chauffer les Européens à blanc en constituant des coalitions, en promettant des armes toujours plus nombreuses et toujours plus létales à l'Ukraine. Ce lien entre la banque Rothschild et cet acharnement du gouvernement britannique pour continuer la guerre contre la Russie, c'est un lien imaginaire ou tu penses qu'on peut en tenir compte? Non, d'abord, le Royaume-Uni, depuis le 19e siècle, a une obsession anti-russe. Oui, c'est vrai. C'est le grand jeu au 19e siècle pour la conquête de l'Asie. Bon, voilà. Alors, ça se poursuit aujourd'hui. J'allais dire que c'est dans les gènes des Anglais, mais c'est pas dans leur gène, c'est dans leur éducation, en fait. Ils ont tous lu Rudyard Kipling et ils attendent tous à aller affronter la Russie. Voilà. Les Rothschild, eux, c'est autre chose. Ils ont ils parrainent l'État d'Israël et ils parrainent en même temps la création d'un État juif en Ukraine. Puisque ça, on dit dès le début de la... C'est une information importante. Oui, bien sûr. Dès qu'ils ont fait le coup d'État en 2014, avec l'aide de la CIA, ils ont mis eux-mêmes, c'est pas d'autres, ils ont mis eux-mêmes le parti nazi au pouvoir en Ukraine, mais avec l'idée de reproduire l'alliance de Jabotinsky avec les nationalistes intégraux en Ukraine, qui avait eu lieu en 1926.
En 1926, il n'y avait pas encore de nazis, mais vous aviez des fascistes en Ukraine. Et ces fascistes qui étaient au pouvoir, ils avaient constitué un petit État, pas l'Ukraine actuelle, mais un petit État. Cette Ukraine-là avait fait alliance avec Jabotinsky, le chef des sionistes révisionnistes. Et ensemble, ils avaient massacré des juifs. Ensemble, les sionistes révisionnistes et les Fasciste nationalistes intégraux avaient massacré des juifs. Parce qu'ils s'en prenaient aux juifs qui étaient pro-soviétiques. Pas tous les juifs, mais les juifs qui étaient pro-soviétiques. Il y en avait beaucoup qui étaient pro-soviétiques. Leur obsession, c'était ça. Ils étaient contre les soviets, et que vous soyez juif ou pas, ça n'entrait pas en ligne de compte. Aujourd'hui, l'équipe de Jabotinsky est au pouvoir à nouveau. Et donc, pour Rothschild, c'est très bien. C'est l'équipe de Zelensky. Zelensky, c'est le nouveau Jabotinsky. Et il a avec lui toute une équipe nationaliste intégrale qui ne jure que par le sang des Vikings, le Walhalla et le combat final. Voilà, ces gens-là travaillent ensemble. Et il y a eu, en 2014, les Rothschild ont fait circuler un document en Ukraine qui disait qu'ils allaient constituer un État juif à cet endroit-là. Ouais. Tout le monde a pris ça pour de la blague, mais Alors, ça ne l'était peut-être pas. nous avions reçu, il y a 2-3 ans, un monsieur qui s'appelle Thierry Laurent Pellec. Tu te souviens de lui, Claude? Il était Oui. il a travaillé longtemps Oui, oui. en Ukraine. En Ukraine, Et oui. et je lui avais posé la question, je lui avais dit: «Est-ce que finalement, on n'est pas en train de vider l'Ukraine de toute la frange, pour ne pas appeler ça fange, nazie, pour permettre la création d'un État juif en Ukraine?» Et à l'époque, je me souviens de la réponse de Thierry Laurent Pellet, qui m'a montré un bouquin en disant: «Vous savez, les Juifs ukrainiens ont quand même beaucoup souffert. Vous voyez, ce livre-là est écrit par un de mes amis». Donc, j'ai compris qu'il n'avait pas tellement envie d'aborder la question. Mais là, aujourd'hui, à travers ce que tu viens de dire, Thierry, tu confirmes qu'effectivement, il y a une volonté d'installer en Ukraine un État juif. Et d'ailleurs, Zelensky me dit: nous voulons être un nouvel Israël. Zelensky l'a dit, oui. Zelensky l'a dit. Et, moi, je me souviens très bien, j'avais reçu ce document en 2014. Je l'ai transmis à des amis en Russie et tout le monde m'a dit: oh, c'est un truc bizarre. Bon, on ne prend pas ça au sérieux. Voilà. Donc, à ce moment-là, personne ne le prenait au sérieux, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait le relire pour voir comment certains veulent que ça se concrétise. Bah, concrètement, tu es en train de nous expliquer que finalement, nous, Européens, qui contribuons à financer cette guerre, puisque je crois savoir qu'on a attribué encore 90 milliards d'euros à l'Ukraine, est-ce que les Européens agissent en conscience? C'est-à-dire, est-ce qu'ils participent à leur manière à la création de cet État juif en Ukraine? Je ne pense pas que ce soit conscient chez eux. Je pense qu'en fait, toute l'erreur de l'Union européenne, c'est qu'elle a considéré depuis le début que l'Ukraine devait devenir membre de l'Union. Oui. Oui, oui. À partir de quoi elle a commencé à faire n'importe quoi jusqu'à aujourd'hui, et c'est tous les jours pire. Vous savez qu'il y a 15 jours, Kaja Kallas, la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne, a dit qu'il fallait investir en Ukraine, et pas dans l'Union européenne, mais en Ukraine. Bon.
sais pas quel effet ça vous fait, moi je trouve ça c'est pitoyable. Ah ben c'est pitoyable. De toute façon, Kaja Kallas, c'est une spécialiste des déclarations pitoyables et affligeantes. Oui, mais Ça, Kaja Kallas, elle vient d'une famille où c'est tous des anciens collaborateurs nazis dans sa famille. Donc ouais, effectivement. voilà, Effectivement. elle est dans cette logique. Oui, On va refaire le Reich. oui, tout à fait. Ah, c'est dramatique, hein, et de toute façon, le président de la Lituanie en 2027 va prendre les rênes de l'Europe, hein, puisque c'est tous les 6 mois. Et le président lituanien a déclaré qu'il allait tout faire quand il sera à la tête donc de l'UE, tout faire pour que l'Ukraine fasse partie de l'UE. Voilà. Il a annoncé la couleur, hein. Mais déjà, vous mangez de la farine ukrainienne, votre pain, c'est de la farine ukrainienne. Vous allez dans du poulet ukrainien. Vous allez dans un fast-food, vous mangez du poulet ukrainien. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. De l'huile de colza ukrainienne, du miel ukrainien, qui sont tous de très basse qualité. Je ne sais pas comment un État en guerre peut avoir des productions aussi considérables. Moi, tous les États que j'ai connus en guerre, les gens n'avaient plus de quoi se nourrir. Mais là, je vois qu'en Ukraine, on produit D'ailleurs, Thierry, je pense que tu le sais peut-être, Volodymyr Zelensky a été félicité par le dirigeant européen de Bentley pour les ventes records en 2025 de Bentley à Kiev, enfin en Ukraine. C'est intéressant. La médaille de bronze. L'Ukraine est arrivée en 3e position des achats de Bentley, de la filiale de Bentley en Europe. C'est intéressant. Pour un pays en guerre, hein, toujours pareil. Hein. Oui, donc nous savons à quoi servent nos impôts. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Alors, on est pratiquement à 1h30 d'émission. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te poser une question, Thierry, sur les déclarations des ministres de la Défense allemands, qui sont de plus en plus provocante quand il dit que l'Allemagne va devenir l'armée la plus puissante d'Europe pour attaquer la Russie. Alors tout à l'heure tu l'as dit, hein, tu prédis pas l'avenir, mais je sais que tu es un fin analyste. À ton avis, jusqu'où vont-ils pouvoir pousser le bouchon très loin, trop loin, avant que la Russie ne réagisse? Parce que moi, à la place des Russes, si j'ai comme voisin un type qui dit « je vais m'armer lourdement parce que dans 2 ans, j'envisage d'attaquer mon voisin », avant qu'il ne me tape dessus, je vais peut-être réfléchir à l'idée de lui enlever la vie, non? Et là, au moment où nous parlons, les États-Unis s'apprêtent à se retirer de l'OTAN et le Royaume-Uni a déjà mis en place la structure qui va suivre à partir d'une alliance militaire qu'elle a déjà formée, qui fonctionne déjà avec tous les États de la Baltique et auxquels vont s'agréger plusieurs États, mais cette coalition militaire, ça va être la direction, le Royaume-Uni, la force militaire, l'Allemagne et la Pologne. Oui. Et peut-être on fera rentrer la Turquie avec. Donc tout ça c'est déjà écrit, tout le monde discute de ça, bien entendu pas dans les journaux, mais toutes les personnes concernées discutent de ça. Donc ça veut dire que le territoire européen va connaître une nouvelle guerre. Ils se préparent pour la 3e manche. Toujours contre la Russie, c'est leur seule obsession. Oui, mais de toute façon, c'est vrai, puisque la France aussi, Madame la ministre des Armées avait déjà réquisitionné des hôpitaux en France pour, dans l'hypothèse de recueillir des soldats blessés qui pourraient être envoyés sur le front. C'était l'année dernière, ça. Donc déjà, je vous rappelle que la 2e Guerre mondiale ne peut s'expliquer que lorsque l'on voit comment la Banque d'Angleterre
a permis à la République de Weimar, à l'Allemagne, de reconstituer son armée, alors que c'était interdit par le traité de Versailles. Mais la Banque d'Angleterre a financé l'armée allemande, a financé la venue au pouvoir d'Adolf Hitler. Il n'est pas sorti comme ça du chapeau. Et après, quand Hitler s'est retourné contre l'Allemagne, contre l'Angleterre, l'Angleterre a combattu Hitler, mais à la fin de la guerre mondiale, Winston Churchill avait prévu de faire alliance avec Hitler pour pouvoir attaquer l'Union soviétique. Et les documents ont été publiés l'année dernière, on ne les connaissait pas là, mais peut-être il y a 2 ans. Mais Winston Churchill prévoyait en 1948 de bombarder nucléairement l'Union soviétique. Donc, c'est pas d'hier, hein? Oui. Oui, absolument. Je vous rappelle la position française là-dessus. La position française, c'est celle qu'avait choisie Charles de Gaulle, qui disait nous rentrons dans l'OTAN, mais les États-Unis, on les met à la porte de chez nous, hein, parce qu'il y avait des bases militaires partout en France, ça c'est terminé. Et il entretenait des relations extrêmement étroites avec l'Union soviétique. Il est le seul chef d'État étranger à l'Union soviétique qui se soit exprimé à la télévision soviétique. Le seul. Il a fait un discours en russe. Et il parlait russe, de Gaulle? Non, il parlait pas russe, mais il avait appris le discours par cœur. Bravo à lui, parce que quand même. Il connaissait un peu le russe parce que quand il était en prisonnier en Allemagne, son meilleur ami était un officier russe, alors il avait appris un peu. Oui, parce que quand même l'apprendre par cœur quand tu parles pas la langue, voilà. Bon, bref. Prouesse, véritable prouesse. Ouais. Thierry, on te laisse le mot de la fin, une conclusion. Il y a plein d'autres sujets qu'on aurait souhaité aborder avec toi, mais bon, comme je le dis toujours, si tu ne veux pas lasser ton frère de ta présence, ne visite pas sa maison trop souvent. Donc, on préfère qu'on se revoie et qu'on aborde évidemment les autres événements pour ce soir entre Raphaël Berland hier et nous ce soir. On aura essayé d'obtenir de toi le maximum de réponses à nos questions. Une conclusion, Thierry. Je voudrais faire une petite annonce, si je peux. Tu peux. Si il y a des auditeurs qui nous écoutent, j'ai besoin de traducteurs bénévoles en allemand, du français vers l'allemand. Si vous êtes de langue allemande et que vous avez... J'en connais un pour toi, Thierry. J'aurais besoin de vous. Voilà. Eh bien, mets-nous en contact alors. Je lui donne ton mail? Ah oui. D'accord. Je précise que demain soir à 20h, nous diffuserons le dîner de cohésion annuel organisé par Profession Gendarme à Paris, où il y aura près d'une centaine de convives, une centaine d'invités, parmi lesquels Maître Janvier lui-même et Jackie Cassou. Est-ce que tu y vas? Ah non, toi tu es un peu excentré, Thierry, de Paris. Oui. Je ne savais même pas que ça se tenait, donc tu me l'apprends. Bon, écoute, pour l'année prochaine, on s'arrangera pour t'inviter. Okay. Merci infiniment. Amis internautes, merci beaucoup. Vous étiez un peu plus de 1700 en direct. Ce soir, il y a de nombreux commentaires dans le chat qu'on n'a pas pu afficher parce que, comme je vous l'ai dit souvent, on se doit d'être attentif à ce que nous disent nos invités et on ne peut pas être sur tous les fronts, mais on va lire vos commentaires avec attention dans les heures qui suivent. Thierry, nous, on se voit dans un mois, si Dieu le veut. Et puis, il faut espérer que les choses se calment dans le détroit d'Ormuz avec l'Iran, avec les Américains, parce que le prix de l'essence qui continue à grimper va pas arranger mes affaires de retraité.
et pas seulement les miennes. À mon avis, on est tous quand même dans de sérieux ennuis. Merci infiniment. Bonsoir à tous. Et demain soir à 20h, n'oubliez pas, vous assisterez à une... pas un discours, mais Ronald Guillaumont. Vous savez qu'il était à l'hôpital. Il est sorti lundi soir. Il est pour cette semaine à la maison, mais il sera réhospitalisé dès la semaine prochaine pour subir son opération. Donc là, il s'adressera à ses invités à partir de chez lui. Soyez présents parce qu'on va assister à un beau moment. Tous les amis de Ronald vont le saluer et Ronald va pouvoir saluer tous ses amis. On fait ça ensemble avec nos collègues de Réseau International, Profession Gendarme et nous. Voilà. Merci beaucoup, Thierry. Merci. À très bientôt. Maître Claude, à bientôt. Eric, merci beaucoup. Et Thierry, évidemment, un énorme merci. Et amis internautes, merci à vous tous. Bonsoir.